Dior di ñaa Dugu bay awa baba chap déggal awa baba chap déggal Amadou Dugu bay bese be ñëw na bese yëngooti na awa baba chap déggal bese be ñëw na bese yëngooti na bes dee ko yëngal musaf 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 dee ko yëngal bese be ñëw na bese yëngooti na amoon nañ ay yoon yoo xam ne ñoom maîtriser nañ ko mun nañ faa jaar parce que ñoo fa samp kii ñoo fa joor xeer yi looloo tax bu ñëwee day def rotation parce que xeer yi ñoo fa nekk ba léegi moo tax courant bi bu ñëwee bu dalee day tourner lu mel ni luy wër xeer bi mu soog a continuer looloo tax kii nii waaw fii aussi am nañ fii façon kii race jën yu bari yoo xam ne dañ ko fiy pêché waaw comme carpe noir xam nga ay carpe rouge dem ay poisson ça ainsi de suite capitaine waaw fii ñu ngi koy nappee fii place jën dañ Alors, nous avons fait un long voyage depuis Toubamoutou jusqu'ici. Ça veut dire que nous devons également avoir un certain nombre de comportements que l'on doit observer par rapport à cet écosystème-là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du n'importe quoi ici. Non. Il y a des règles qui ont été établies par ce qu'on appelle les gardes, mais également l'institut qui gère en fait, le delta du sable. Parce que vous avez pu certainement voir en fait, ces oiseaux qui étaient au niveau des bandes de sable. C'est ces œufs ici en fait. Donc quand vous venez ici en tant qu'humain, il faut quand même respecter ce qui se passe ici. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien m'écouter et comme ça ensemble on va tous découvrir ce qui se passe derrière ces ballons-là. C'est bon? Alors je vais commencer pour vous dire bienvenue à Toubacouta, bienvenue également à Niombato, mais également bienvenue dans le delta du Saloum. Merci. Quand on parle du delta du Saloum également, c'est les rien d'autre que ces merveilles-là. C'est la mangrove, c'est les palétuviers, mais également c'est l'écosystème. Alors, pour comprendre la mangrove, il faut véritablement voyager au pont, en fait, ou bien au milieu en fait, des ballons. Les ballons, c'est ces canaux-là, en fait, ces mini-canaux que vous voyez là, qui nous permettent d'être en contact direct avec l'écosystème de la mangrove. Alors, quand on parle également de l'écosystème de la mangrove, on fait référence aux espèces qui vivent dans la mangrove. Ok? Donc, nous avons des oiseaux qui sont généralement également dans ces mangroves, mais également les espèces telles que les mollusques, les crabes, les poissons, mais également les lamantins. Enfin, il y a tellement d'espèces qui se retrouvent ici pour pouvoir se reproduire, mais il y en a également qui viennent ici également pour être en sécurité. Ok? Et c'est la raison pour laquelle nous allons avancer un tout petit peu. Aziz, vous faites attention avec Asso. Comme ça, on va faire d'abord la différence qui existe au niveau des palétuviers. Vous avez certainement entendu parler de l'hôtel des palétuviers, n'est-ce pas? Alors, ce nom est issu en fait de la mangrove. C'est-à-dire les palétuviers, c'est le nom de ces arbres-là. Il y a des gens qui disent mangrove, mais mangrove, ce n'est rien d'autre que l'écosystème. C'est tout cela en fait. Mais le nom de ces arbres-là, c'est les palétuviers. Maintenant, le palétuvier, les palétuviers sont très différents. Il y a le palétuvier, comment dire, Rhizophora et Avicennia, mais il y a l'Americana qui existe également de l'autre côté du Sénégal vers la Casamance, et l'Americana galensis également qu'on retrouve généralement au niveau de la Guinée-Bissau. Mais actuellement ici, on est dans un ballon où nous retrouvons l'Avicennia qui est là au niveau des bandes de sable, ok? Et également le Rhizophora qui se trouve de l'autre côté qui peut aller jusqu'à 20 mètres de hauteur. Donc quand vous regardez, ça saute à l'œil nu et vous voyez exactement la différence. Soit c'est au niveau de la couleur, et la couleur également dépend également des saisons, soit également c'est au niveau en fait de la taille. Donc si vous faites le constat, vous avez vu que ces mangroves-là, ces palétuviers sont beaucoup plus élancés que ceux qui sont au niveau des bandes de sable. Alors il faut également comprendre pourquoi on doit sauvegarder cette mangrove-là, ou bien quelle est l'importance, ou bien l'essence même de la mangrove et du palétuvier. Il faut savoir que vers Differt, c'est des zones qui sont en voie de disparition. Pourquoi? Les gens ont tellement coupé, ils ont fait un coupe abusif en fait de la mangrove et aujourd'hui, ces zones sont en voie de disparition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mangroves luttent contre l'avancée du niveau de la mer parce que vous savez exactement ce qu'on appelle la fonte des glaces aujourd'hui avec les changements climatiques. Les océans sont en train d'avancer. De ce fait, il faut mettre en fait des barrages. Alors les barrages naturels, ce sont les mangroves. Et c'est la raison pour laquelle en 2011, l'UNESCO, en collaboration avec le ministère également de la Culture, mais également la direction du patrimoine culturel, ont jugé nécessaire de faire un travail sur le delta du Saloum. Alors le delta du Saloum n'est pas différent également comme des sud du Saloum, parce que les gens ils font la confusion, ils
pense que les îles du Saloum, c'est quelque part et que le delta également se trouve quand même de l'autre côté. Alors non, les îles du Saloum se trouvent dans le delta du Saloum. Les îles du Saloum se trouvent dans le delta du Saloum. Vous avez plusieurs îles qui se trouvent dans le delta du Saloum. Maintenant, le delta du Saloum également, pourquoi on parle du delta? Parce que dans le delta, vous avez le parc national du delta du Saloum. Vous avez également les réservoirs verts. Vous avez des aires qui sont supposées être protégées. Pourquoi on parle de aires protégées? Et juste derrière ces flots-là, vous avez également l'aire marine protégée de Bambou qui est là et qui depuis 2004 a été protégé par le ministère de l'Environnement, par le biais de Ali Haïdar, mais également de son excellence, la femme de son excellence, le président Abdoulaye Wade, Madame Viviane Wade. Donc ils ont fait un constat, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait des espèces qui étaient en voie de disparition, telles que le lamantin, tel qu'également le cormoran baltique. On s'est dit maintenant pourquoi pas ne pas protéger ces zones-là et ériger en fait des balises. On demande maintenant aux riverains, ceux qui habitent dans les zones, de ne pas véritablement pratiquer la pêche artisanale. Parce qu'il y a une surexploitation de ces produits-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toutes ces zones-là sont très poissonneuses. Donc ça également, c'est une des politiques qui se trouve dans le delta du Saloum et dans les îles du Saloum. Maintenant, ici également, vous pouvez retrouver en fait, des espèces d'oiseaux telles que le cormoran baltique. Parce que le cormoran également, il y a plusieurs familles. Il y a la famille des baltiques, la famille des aningas également. Tout à l'heure, quand nous avons traversé, vous avez vu les femmes qui étaient au niveau des bandes de sable. Ces femmes-là, ils font ce qu'on appelle la production, l'exploitation des produits de mer, tels que les huîtres. Alors, ces huîtres-là, il y a des unités de transformation qui ont été installées tout au long du delta du Saloum. Alors, ces femmes vont prendre ces huîtres-là pour aller revendre ça vers Dakar ou vers Kalo ou bien dans les autres régions. Donc, juste pour vous dire que c'est l'aspect ou bien c'est l'action de l'homme qui a une interaction avec l'écosystème, mais c'est l'homme également qui supervise et qui met en garde en fait les autres personnes qui sont au niveau de la zone et qui peuvent être des néfastes par rapport au développement. Donc j'ai parlé de différence de la mangrove, rhizophora, on retient le rhizophora et la Vicennia, mais également des aires marines protégées. Mais je ne peux pas également vous dire ce qui se passe ici, sans pour autant vous dire également la présence de l'île des oiseaux qui se trouve de l'autre côté à 2 heures d'ici. Alors là-bas, c'est beaucoup plus pour la reproduction que pour la présence halieutique. Quand je parle de la présence halieutique, je fais référence à ce reposoir des oiseaux qui est là, qui est différent de l'île des oiseaux. L'île des oiseaux, c'est plus de 250 espèces qui se trouvent là, des oiseaux migrateurs. Alors que ici, vous avez à peine 10 espèces qui se trouvent chaque soir ici et qui viennent pour se poser. Et demain, de bonne humeur vers 6 h du matin, ils vont aller se diriger vers les zones de nourrissage. Vous avez le lamantin, comme je vous l'ai dit, qui est également une espèce très protégée dans le delta du Saloum. Vous avez également les hérons baltiques, vous avez également les, on appelle les martins pêcheurs qui sont de couleur gris et blanc. Vous avez également ce qu'on appelle les hérons goliaths. Donc il y a tellement d'espèces qui sont là et si on était parti vers 16 h 17 h, comme ça on aurait tous le temps de pouvoir visiter et de voir exactement la différence qui se passe au niveau en fait de ces espèces-là. Alors moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est que quand vous voyez tout cela en fait au niveau en fait, de la télé, avec les merveilles du delta du Saloum, les déjeuners pieds dans l'eau, les excursions, les balades et tout ça. Si cela existe, c'est parce que tout simplement l'UNESCO a jugé nécessaire de classer ici patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mangrove-là, elle est beaucoup plus protégée que moi, Babacar Diame, en tant que ville. Personne n'a le droit de pouvoir couper ou de faire n'importe quoi dans ces zones-là. C'est parce que tout simplement, auparavant, nos anciens venaient ici avec le pirogue et venir couper en fait les troncs de ces arbres-là pour aller construire des toits de maison. Alors, si on continuait à faire cela, est-ce qu'on aurait pu avoir tout ça? Donc, de ce fait, on a jugé nécessaire de pouvoir conserver. Et la conservation se passe avec des populations, l'État, mais également les bailleurs. Quand je parle des bailleurs, je fais référence à l'UNESCO. Donc, on va avancer, comme ça, on va vous laisser le temps de pouvoir véritablement vivre l'écosystème de la mangrove. Alors, je vais également vous parler en fait de la mangrove. Le professeur n'a pas encore terminé. Je vais vous parler du fruit de la mangrove que l'on appelle propagule. Alors, si vous regardez bien au niveau des fruits, là, on a l'impression qu'en fait, il y a un truc qui est en train de plus. On l'appelle comment? On l'appelle propagule. C'est le fruit de la mangrove, c'est pas mangeable. Ça, on l'utilise pour replanter, pour reboiser ça au niveau des bandes de sable. Et ce n'est pas n'importe où on doit reboiser cela. Il faut d'abord connaître en fait, les zones à reboiser, connaître également l'espèce qu'il faut reboiser, mais également le temps en fait, de développement de la mangrove. Donc on dit également que la mangrove, le pari du vieil.
Pourtant, on dit que le palétuvier est vivipare, c'est parce que tout simplement, vous avez vu en fait ces racines-là. Alors, ce ne sont pas des racines, c'est le propagule qui s'est développé. Maintenant, si le propagule va atteindre une taille maximale, elle va directement s'enfoncer au niveau de la base. C'est la raison pour laquelle on dit qu'elle est vivipare, elle va se planter tout directement au niveau de la base. Actuellement, on est en marée haute et basse, je dirais, mais quand même, il faut tout simplement voir. Tout ça, c'est des forêts de mangroves, c'est des forêts très denses, où il n'y a que des espèces d'oiseaux, mais également souvent les chiens de la mangrove. On appelle ça les chiens vertes, les chiens de la mangrove, qui de temps en temps font le voyage entre terre et mer. Parce que le delta du Saloum également, c'est ça. C'est la terre, en fait, les zones des forestiers, mais également tout ce patrimoine culturel-là qu'on appelle mangrove et palétuvier. Alors, on va entrer dans un petit survie. Donc là, on se retrouve au cœur en fait, du palétuvier. On se retrouve au cours du palétuvier et on est en contact direct avec l'écosystème de la mangrove. Maintenant, quand nous sommes au niveau de la mangrove, on arrive à voir exactement la différence qui existe par rapport aux branches, par rapport aux racines, mais également par rapport aux différentes espèces de palétuvier. Alors là, c'est le rhizophora. C'est le rhizophora qui généralement donne des centaines de forêts de mangrove. Parce que le rhizophora peut aller jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ses racines peuvent aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et ça permet également aux espèces de mieux se reproduire. Parce que par exemple, les juvéniles, les petits poissons en fait, quand ils sont à la surface de l'eau, ils sont vulnérables. De ce fait, il faut chercher un endroit où se cacher, sinon on sera très vulnérable parce qu'il y a les prédateurs qui sont de gauche à droite. Alors du coup, ils trouvent refuge au niveau de ces branches-là, c'est-à-dire au niveau de ces racines-là. Et ils peuvent rester ici jusqu'à atteindre la taille maximale. Et après cela, ils vont aller faire tranquillement faire leur voyage. Donc, juste pour vous dire que les racines protègent les oiseaux, ils protègent également les poissons, mais ça permet également aux poissons de mieux se reproduire, en fait, tels que les tchofs, les carpes, tout ça. La reproduction, c'est au niveau en fait, de ces racines-là. Et vous pensez que ces racines-là, en fait, on peut l'avoir facilement, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir facilement? Non. C'est très dur, en fait. Il faut être solide plutôt. Alors, c'est pourquoi nos parents avaient compris cela. Ils allaient en fait chez eux, ils allaient construire en fait avec ces tons-là. Et vous voyez, en fait, ça peut aller jusqu'à 15-20 mètres. Avec ça, on pouvait construire en fait nos toits de maison, et ce qui peut rester jusqu'à 50-70 ans. Maintenant, c'est interdit. Alors, je vais vous parler également en fait du campement écologique qui se trouve au niveau en fait de l'aire marine protégée de Diourumboumag. De Bambung. Parce que quand vous venez ici également, il faut comprendre les différentes choses qui existent ici, c'est-à-dire les aires marines protégées, le parc national du Delta du Saloum, les réserves biosphères, mais également le Fatala qui se trouve de l'autre côté. En fait, tout ça là, en fait. Et il y a même un nouveau concept qu'on appelle en fait la forêt sacrée, des forêts thérapeutiques qui se trouvent vers Nemoba. C'est des forêts où c'est un médecin qui va vous prescrire en fait comme une ordonnance, vous dire qu'il faut rester au niveau de la forêt pendant 1 semaine, 2 semaines. Et on a constaté que c'est des forêts qui sont généralement très efficaces parce que ça permet à l'être humain de mieux être en bonne santé. Donc ces forêts-là sont aussi en fait au niveau du delta du Saloum. Il faut aller juste au niveau de Nemaba, tout juste après Toubacouta. Vous allez voir en fait ces forêts. Et puis c'est des forêts sacrées également, qui sont en rapport direct avec le patrimoine culturel et immatériel. Donc pour vous dire qu'il y a tellement de choses qu'on doit retrouver, ou bien qu'on doit découvrir, mais malheureusement, les Sénégalais jusqu'à présent tardent à comprendre ce qui se passe au niveau de leur pays. Ok? Ok? Donc je vais vous parler de l'aire marine protégée de Bambung. Alors c'est simple, hein? Bambung c'est une aire marine protégée. Comme je vous l'avais dit, les espèces qui sont en voie de disparition, il faut les protéger. Alors, quand les espèces sont venues, ils se sont rendus compte que les populations, ils ne vivent que de la pêche. Alors ces gens-là, si vous voulez fermer en fait le ballon, ou bien en fait l'aire marine protégée, l'aire marine, pour leur dire que non, il faut arrêter, ça va être compliqué. Et c'est la raison pour laquelle l'océan, au départ, parce qu'il faut également dire ça, l'océan est le premier projet qui est resté dans le delta du Saloum, précisément à Toubacouta, pour voir exactement est-ce qu'on ne va pas mettre l'accent sur la sensibilisation pour que les gens arrivent à comprendre l'essence de la mangrove. Donc quand ils sont arrivés en 2004, ils ont eu à travailler, faire des ateliers de mise à niveau avec les populations et les gens ont compris. Maintenant, il fallait passer au niveau de la deuxième phase. La deuxième phase, c'était quoi? C'était de renforcer en fait, la présence effective en fait, de ces zones pour avoir des gardes. Alors, ils sont allés vers Bambung et ils ont vu que Bambung, quand même, cette terre marine-là, doit être protégée. Maintenant, le problème qu'il y avait, c'est que les gens avaient accepté. Ils étaient tous d'accord pour que l'aire marine soit protégée et fermée. Maintenant, si vous fermez cette terre marine-là, où est-ce qu'ils vont aller faire la pêche? Après, on leur a dit, ok, c'est pas grave, maintenant, on va construire un campement écologique pour vous. Je parle bien d'un campement écologique.
Je ne parle pas de campement comme Robinson ou bien comme Jasmine, non. C'est un campement écologique. Les maisons, ou bien les toilettes, les chambres, tout est écologique. Maintenant, ce campement-là, l'argent que ce campement va générer, on va prendre cet argent, on va l'injecter directement au niveau de la population par le biais de la mairie, mais également, il y avait une comité de gestion qui était à côté. Alors, c'est pourquoi on a aujourd'hui Kër Bambou, un campement écologique qui fait également venir des centaines et des milliers de touristes dans le delta du Saloum. Mais pour la plupart du temps, c'est des blancs. Alors que c'est écologique, c'est pour les Sénégalais, c'est pour également ceux qui vivent là. Donc il y a un travail qui doit être effectué au niveau de la base d'abord pour que ce travail-là puisse demain avoir un impact sur la vie des Sénégalais. Et on a vu et on a constaté qu'avec également la pandémie, les Sénégalais ont commencé à voyager. Donc il y a des gens comme Travel with You que vous connaissez certainement. Okay? Donc c'est des gens qui font en fait des packages pour que les Sénégalais puissent véritablement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Donc on ne va pas vraiment perdre du temps ici, on va aller tout directement au niveau de l'amas de coquillage ou bien de l'amas coquillage de Djoroumouba, qu'on appelle également l'île au coquillage qui est différent de l'île au coquillage de Joal. Parce que l'île au coquillage de Joal est habitée, n'est-ce pas? Il y a du monde. Mais ici en fait il n'y a personne. Mais quand même, il y avait une activité socio-culturelle. Et c'est cette merveille-là que nous allons découvrir. Aziz, on y va. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc vous avez 218 amas de coquillage qui sont répartis dans le delta du Saloum. 218. Mais vous avez la chance de visiter le plus grand amas coquillage du delta du Saloum. Actuellement, là maintenant, on est au niveau du Djoroumouba, le plus grand des amas de coquillage qui se trouve dans le delta du Saloum. Alors, dans cet amas de coquillage également, il y a des histoires, il y a également des choses que vous devez comprendre par rapport également à votre présence ici. Parce que quand vous visitez, c'est parce que vous avez envie de découvrir, de voir et de comprendre exactement les phénomènes ou bien les histoires qui se cachent derrière les îles. Alors, dans cette île également, je vais juste vous dire que cette île a le même statut que la maison des esclaves qui se trouve à Gorée. Cette île est protégée par l'UNESCO. Ce qui veut dire que les gens n'ont plus le droit de venir et de faire tout ce qu'ils ont envie de faire dans cette île-là. Il y a des lois et règlements qui ont été écrits, mais également observés par les riverains. Ça veut dire que vous également, quand vous venez, vous allez faire ce qu'on appelle de l'écotourisme. C'est ce concept-là où on va voyager, où on voyage, mais on essaie de conserver ou bien de ne pas enlever quoi que ce soit sur les lieux ou bien sur les sites que nous avons trouvés sur place. Ça veut dire que moi, je n'ai pas le droit de venir ici, de salir ici en fait. Quand je viens avec peut-être un paquet de cigarettes, quand je fume, je mets ça en fait dans mon sac. Donc je n'ai pas le droit de garder ou bien de faire du n'importe quoi ici. C'est de l'écotourisme. En fait, quel est ce sacrilège? Quels sont ces sacrilèges? De toute façon, quand on va arriver au niveau des sites, moi je vais vous dire exactement l'histoire qui se cache derrière tout cela. J'ai juste le droit de vous faire comprendre également les nombres de règles que vous devez respecter. Alors, donc on voyage, on va visiter, mais on ne touche pas au baobab, ok? On ne lance pas de pierres également pour avoir des bouilles. C'est bon? Voilà, maintenant, nous devons aller en groupe. Nous allons en groupe pour ne pas nous disperser. Parce que ici également, ce n'est pas n'importe comment on doit marcher ici. Ok? Allez, on y va. Le baobab de Guiro ou bien le baobab sacré. Parce que quand les gens viennent ici, ils viennent pour visiter le baobab sacré ou bien le baobab de Guiro. Alors je vais juste vous dire que ce baobab-là n'est pas le baobab sacré. Mais c'est un baobab qui nous renseigne sur la présence effective de l'armée du Sénégal, mais également de la France sur ces sites-là. Bien avant la classification. C'est-à-dire avant la classification, l'armée française et l'armée sénégalaise également, ils venaient de temps à autre ici pour leurs besoins en fait, d'opérations de survie. Des opérations de survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement on les laissait en fait sur cette île-là pour 2 ou 3 jours avec 2 bouteilles d'eau. Le temps de se débrouiller. Ça, c'est des opérations, c'est des techniques militaires. Parce que tout simplement, à Toubacouta, vous avez un centre d'entraînement tactique militaire et qu'on sait que le Sénégal et la France sont en fait en état de collaboration. Maintenant, cette coopération également, c'est soit en fait environnementale, sociale ou culturelle. Alors là également, avant la classification, ils venaient ici pour s'entraîner. Maintenant, ils n'ont plus le droit de se poser ici parce que ce site est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ils se sont déplacés pour aller de l'autre côté en fait, de la rivière pour ne pas véritablement salir ou bien ternir l'image qui se cache derrière ici. Alors c'est la raison pour laquelle sur ce baobab vous avez des noms codes de Caire qui sont inscrits tout au long en fait, du baobab. Et tout à l'heure je vous ai parlé également des tumulus, des tombeaux. C'est des tombeaux, c'est des tombes où on a enterré des personnes comme vous et moi. Parce qu'à cette époque-là, la mentalité c'était quoi? Quand vous partez, c'est-à-dire vous décédez, on vous prenait en fait avec vos biens. Si vous avez un vélo, on met le vélo avec vous. Si vous avez une marmite, on met la marmite avec vous. Donc c'était un peu en fait l'histoire qui se cachait ici. Mais jusqu'à présent, ce site est devenu un site archéologique. Les étudiants de l'Institut fondamental d'Afrique noire, mais également des chercheurs de l'UNESCO, de temps en temps, ils viennent ici pour voir exactement est-ce qu'on ne peut pas encore une fois répertorier d'autres tumulus, d'autres tombes. Maintenant, les tumulus, ils sont au nombre de 128. Maintenant, dans ces tombes-là également, généralement, on y retrouvait toute une famille en fait. Tout un clan. Et souvent même, on pouvait même y retrouver en fait des peuples. Quand je parle de peuple, je fais référence à une lignée familiale. Donc c'est tout cela. Alors vous avez ici un grand tumulus qui est là, derrière moi. Alors toutes ces élévations de terre là que vous allez voir de gauche à droite, c'est des tumulus, c'est des tombes. Ok? Maintenant avec le baobab, rien ne se perd, on utilise tout. Les écorces, on les utilise pour faire de la corde. Ok, le jus de bouille, vous le connaissez mieux que moi. Maintenant on avance, je vais vous montrer en fait d'autres tumulus par rapport également. Attention. Alors là aussi, c'est un autre tumulus, un grand tombe également. Alors apparemment, d'après la tradition orale, parce qu'on sait qu'en Afrique, nous avons une civilisation de l'oralité. C'est-à-dire c'est des histoires qui nous ont été données ou bien léguées par nos anciens. Apparemment, ici, c'était un point en fait, ce qu'on appelle l'arbre à plat. Ici que les discussions, mais également les discussions se faisaient en fait. Donc s'il y avait en fait, des problèmes dans cette île-là, on se retrouvait tous ici au niveau de cet arbre et on commençait à discuter. C'était un peu le palais de justice en fait. Maintenant, les gens qu'on enterrait ici, ce n'était pas uniquement ceux qui vivaient ici. Il y avait des riverains de gauche à droite. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pays. On parlait de royaume également, de province. Alors, après l'éclatement de l'Empire du Manding, vers 380 et quelques, donc il y a des peuples, les Socé, les Mandingues, mais également quelques peuples dans l'Empire du Manding qui se sont un peu répertoriés vers l'Afrique de l'Ouest. Il y en a également qui sont partis vers le Gabou, la Casamance, et aujourd'hui on retrouve ces mêmes peuples ici. C'est pourquoi dans le delta du Sahel, vous avez les peuples Mandingues et les peuples Sérères. On parle des îles Gandoul aussi. Ces îles Gandoul là, c'est Niodior, Djirnda, Bassoul, Bassar, Ngadior et autres. Mais également les îles Mandingues, vers Betenti, Djirnda, Bosinka, Betenti, Djinak aussi. Ça, c'est des îles Mandingues. Maintenant, la particularité de ces peuples là, c'est qu'eux, ils sont restés conservateurs par rapport à leur rite, par rapport à leur culture. Ils n'ont pas envie en fait, d'embrasser le monde, le nouveau monde. Ils se sont dit, on va figurer sur ce qu'on appelle l'esprit d'éthique. L'esprit d'éthique, c'est quoi? C'est de pouvoir conserver, mais également léguer la tradition de leurs histoires, mais également de leurs anciens. Et c'est pourquoi vous avez à côté de nous la reine de Sipo. Okay? Une dame qui est chef de village, qui représente jusqu'à présent la figure emblématique de la culture sénégalaise, voire même comme des Mandingues. Donc, elle est à Sipo. C'est elle qui dirige cette île-là, c'est elle également qui est chef de village, mais en même temps, toutes les décisions tournent autour d'elle. Elle est très âgée, elle est devenue maintenant très âgée. Il y a presque 6 mois, il y a un très grand événement qui a été organisé en son honneur pour juste lui rendre honte. Elle s'appelle Fatou Mané. Peut-être prochainement vous aurez le temps de le visiter. Mais ici, on est encore sur un grand tumulus, un grand tombeau, où également les gens se disent que l'administrateur de cette époque-là. Alors, on est en face du baobab sacré, le baobab du griot, qu'on appelle Gouy Guewel. Donc, on traverse, on avance. Donc, ici, on avait creusé pour faire des recherches. Parce qu'en science, on procède d'abord par expérimentation. Alors, on s'est dit que puisqu'il y avait une activité socio-culturelle, j'ai même oublié en fait, de vous montrer en fait, les tessons. Les tessons, c'est des restes de poterie. Maintenant, c'est à partir de ces restes de poterie que les gens se sont dit pourquoi pas ne pas faire des expérimentations pour nous permettre d'aboutir à des résultats, pour voir exactement est-ce qu'ici il n'y avait pas une activité humaine. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que oui, il y avait une activité humaine, mais c'est entre le 7e et le 11e siècle. Maintenant, quand on parle du 7e et le 11e siècle, on sait que ce n'était pas en fait du temps de l'islam ou de la christianisation. L'islam, c'est vers le 13e siècle. Alors, il y avait tout un arsenal en fait, de rituels ici. Souvent, même au niveau en fait, du baobab sacré, on peut venir sur place et trouver en fait, un mouton qui a été égorgé. C'est parce qu'il y a des gens qui sont issus de ces clans qui jusqu'à présent continuent de perpétuer le legs. Okay? Donc ici, on avait creusé et c'est plus de 15 mètres de profondeur et c'est à partir de là également que tout est arrivé.
C'est à partir de là qu'on a pu en fait déceler en fait des ossements que des gens ont pris et ont amené pour aller au niveau des laboratoires de recherche pour enfin donner des résultats. Et apparemment ici, des personnes comme vous et moi vivaient. Donc ils sont restés ici entre le 7e et le 11e siècle. Donc on parle même en fait de la datation qui fait 3000 ans. Donc c'est 300 mètres de largeur et 400 mètres de longueur. Et là derrière moi, vous avez le baobab sacré, le baobab du Guewel, le Guy Guewel. On y va. Pour venir exactement visiter le Sénégal, c'est également pour des histoires. Maintenant, parmi ces histoires-là, vous avez l'histoire des griots. On savait tous qu'il n'y a même pas une semaine, à Sangué Diobas, vous avez certainement entendu parler de l'histoire de cette dame-là, ok, qui devait être enterrée et que les gens se sont rebellés contre ça. Pourquoi? Parce que Guewel. Ok. Alors ça, c'est des histoires qui existent. Juste pour vous dire qu'on ne va pas juste simplement faire une restitution, mais on va juste vous rappeler. Parce que l'histoire, c'est ça, on ne fait que rappeler, mais également la restitution, c'est important. Mais s'il y a des preuves qui témoignent de ce que vous devez dire, alors du coup, vous n'avez pas besoin de faire de la restitution. Alors ici, on va juste faire un rappel par rapport à l'histoire de ces guerres-là, pour vous dire que ça existe jusqu'à présent. Au Sénégal, il y a des gens qui sont restés fermés, ok, ancrés dans leur tradition, et qui jusqu'à présent pensent que le guewel n'a pas sa place dans nos sociétés. Alors que puisqu'on vit dans un monde où on appelle ça la globalisation, la mondialisation, ce qui se passe aux États-Unis, automatiquement vous avez les informations ici au Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal, vous en avez en fait un peu partout dans le monde. Donc c'est du tic au tac. C'est la raison pour laquelle quand vous faites tout ce voyage-là de Dakar jusqu'ici, c'est important, je dis bien, de comprendre exactement la raison ou bien les motifs qui vous ont conduit à venir ici. Alors ces motifs-là, parmi ces motifs, vous avez également la présence ou bien la découverte de ce baobab sacré. À l'époque, on avait un grand tableau ici où les gens avaient écrit Guy Guewel pour attirer l'attention, dire aux gens comme c'est l'histoire des griots. Alors ici également, c'est la même chose. On n'y mettait que des griots. On n'y mettait que des griots, des gens qui, pour peut-être la société d'aujourd'hui, sont stigmatisés. Mais pour eux, ce n'était pas la stigmatisation. Ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas importants. C'était une façon de les honorer. Parce que les griots ne travaillaient pas la terre à cette époque-là. Alors, pour ne pas maintenant, en fait, leur causer du tort par rapport également à leur mémoire, ils se sont dit, on va juste trouver un endroit où on va mettre ces griots-là. Parce que tout à l'heure, je vous avais dit qu'au Sénégal ou bien en Afrique, on a la tradition orale qui est hyper importante. Vous avez les contes, vous avez les légendes, vous avez des proverbes qui de temps en temps nous donnent des histoires ou bien des informations par rapport à notre culture, par rapport à notre éthique. Alors, ce sont ces mêmes contes-là qui sont inclus dans la tradition orale et qui nous donnent encore une fois en fait, des explications par rapport à ces griots-là. À l'époque, les griots, on ne les mettait pas en fait, dans le sol. On les enterrait au niveau des baobabs. Et ce baobab-là également est l'un des baobabs qui donne encore une fois des informations par rapport à ça. Alors, ce baobab est encore une fois bizarre parce qu'on a l'impression comme une porte de la maison ou bien d'une chambre. Et dans ce baobab-là également, on a l'impression aussi de voir que c'est plusieurs baobabs qui sont regroupés, alors que c'est juste un seul baobab, qui également, de par sa taille, également, de par également sa spécificité, est très différent des autres baobabs qui sont là. Maintenant, à l'époque, on sait que le moteur économique, c'était aussi l'agriculture. D'après également ceux qui, jusqu'à présent, continuent de faire la stigmatisation et la diabolisation, le griot, puisqu'il ne travaille pas la terre, alors il ne fallait pas l'enterrer, parce qu'il va peut-être rendre la terre infertile. Et d'ailleurs, je pense que si on compare les deux histoires par rapport à ce qui s'est passé là-bas, on peut jusqu'à présent être d'accord sur ce fait-là. Que c'était juste parce qu'ils étaient stigmatisés. Mais les rois, ou bien comment, ceux qui étaient les administrateurs dans l'époque, à cette époque-là, eux, ils étaient en parfaite collaboration avec les Guewel. C'est que le Guewel, il avait le pouvoir, même en temps de guerre, de pouvoir dire à ces deux chefs d'armes, quand même, il faut privilégier en fait, le dialogue. Alors, ce n'était pas un n'importe qui, ou bien ce n'était pas une personne comme moi, c'était un régulateur social. Et jusqu'à présent au Sénégal, vous avez des figures emblématiques. Ok? Elas Mansour Mbaye, Kharmay Mbadiaga, c'est des femmes où il y a, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est eux qui vont prendre la parole et qui vont faire en fait la leçon aux Sénégalais, ou bien comme la morale également aux Sénégalais. Donc il ne faut pas les stigmatiser, c'est des gens qui sont hyper importants. On les mettait ici, on les enterrait ici. Alors, on avance. Ah, on a l'impression d'avoir la tête en fait d'un lamentin. Alors, pour encore vous dire que cette histoire, cet arbre-là renferme en fait d'autres histoires que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Idole, certainement, vous avez suivi Idole. Oui, carrément. Il y a une personne de Idole, en fait, un acteur,
avec la boîte de production qui était venue ici, se sont déplacés ici à Toubacouta. Et c'était ici en fait qu'ils avaient fait commander sur le tournage. Ok? Donc pour encore vous dire que les Sénégalais jusqu'à présent ne sont pas très imprégnés par rapport à leur culture. Mais il y a des ethnies qui jusqu'à présent respectent et continuent de respecter cela. Alors là également, à cet aspect occulte que les chercheurs, que même nous les guides, n'ont pas jusqu'à présent compris. Donc derrière également, il y a l'appareil génital de la femme qui est symbolisé également par ça. Alors donc, juste pour dire qu'il y a tellement de bonnes choses, tellement de choses qui est enfouies, en fait, qui sont enfouies dans ce baobab. Et que quand vous sautez, vous entendez ce bruit-là. Alors ce bruit également, c'est juste pour dire qu'il existe un fossé entre ce qui est enterré et ce qui se trouve en haut. Donc voilà, entre autres, les explications que je pouvais vous donner par rapport à ça. Mais je vais juste vous rappeler une chose, que c'est le président Léopold Sédar Senghor, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas du tout promulgué un projet de loi. Par son discours, de par ses actions, de par également son efficacité à pouvoir réunir les peuples, il a réussi quand même à donner naissance à ce qu'on appelle ces cimetières mixtes qui se trouvent à Joal-Fadiouth. Et c'est ce cimetière mixte-là qui informe et qui incarne un peu la mixité qui existe ou bien l'union qui existe entre les peuples. Maintenant, si les peuples sont identiques, c'est parce que tout simplement les religions doivent également cohabiter ensemble. Et c'est pourquoi Senghor, avec ces cimetières-là, il donnait juste l'information, il faisait appel aux gens de pouvoir arrêter en fait ces pratiques-là. C'est encore dommage qu'en 2022, qu'on se retrouve à parler de ça et que les gens jusqu'à présent continuent en fait à ces pratiques-là. Mais je vais encore vous dire que souvent des peuples, ceux qui appartiennent à ces clans-là, souvent c'est des offrandes qu'ils vont venir faire ici. Une bougie, 2, 3, soit même percal nga fi fekk, ils allument ça, ils ne laissent pas, ils partent. Donc c'est juste pour vous dire qu'ils sont encore dans leur histoire, dans leur rituel, dans leur rythme, mais également dans leur truc. Même pendant la période de la circoncision, le kangourou que vous avez visité hier, c'est très différent du kangourou que les gens vont faire sortir pendant la circoncision ou bien pendant la fête de Sukkot. Ce n'est pas la même chose. Parce que le kangourou est d'ordre mythique, ok? Le kangourou est également d'ordre didactique. C'est-à-dire le kangourou nous renseigne, ok? Nous donne des informations sur notre vécu d'avant, d'aujourd'hui, mais également après. Donc du coup, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Il peut, souvent, vous pouvez même avoir des questions. Si vous avez des questions, posez-les-moi et moi, je vais me charger de les répondre. Voilà. D'avoir été avec vous. Merci. Et on continue de l'autre côté pour vous donner une belle vue du delta du Saloum. Et enfin, on rentre. loxo ci kaw war ma ñu may jóg loxo ci kaw awa baba jaam awa loxo ci kaw déggal fall amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax jóg may awa baba jaam déggal awa baba jaam déggal amaju jóg may bese me ñëw na bese yëngooti na awa baba jaam déggal bese me ñëw na bese yëngooti na bes dee ko yëngal bu saf 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 dee ko yëngal bese me ñëw na bese yëngooti na ci amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax ci jógu déggal awa baba jaam borom tuuti awa baba jaam day def lu baax jógu day def lu baax naamu déggal seen ñaan seen meni leen ali sogo moom képp kuy meli
wala bogus. Yeah. Nice. Ak ngeen di suuf. Bisaat ah. Yes sir. Mais waaw sama gars yi ñoo ngi ànd ak Jolof Info tey jii ñoo ngi fii ba Toubacouta ñoo seet si ki nga xam ne moom mooy Badiane Marou fii si kër famille ki nga xam ne moom mooy Mado Badiane Marou ñoo ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar wante dégguma olof. rek mooy mën naa la poser question ci olof bu la neexee nga répondre si séeréer waa léegi dañ lay laaj tey jii nii Mado mi nga xam ne mooy seen doom nekk biir Ndakaaru di am ci loo xam ne moo ngi fay yëngu tey jii nii ngeen jàppale ko tey jii nii ba nga xam ne tey jii mu mën a organiser li nga xam ne yëkkati na ay téeméeri personnes ñu ñëw tey jii ci dëkk bi tey jii nii ngeen ñëw ngeen ànd ak ñoom ubbi seen i xol ubbi seen i kër ñoom ñëw dëkk si macha allah lépp rafet tey jii nan ngeen gisee teewaay bi ni xale yi jógee Dakar ñëw ba fii. ana kontaan de kontaan Mati dafa baax te yaru xale nag su yaroo yëpp ngay am moo tax am na waa kër gi yëpp man nag du may liggéey dara man maa seen aaw maa ngi ni fi ma toog ñoom ñooy liggéey maa ngi leen di sant di leen di ñaanal yaayam na yaayam mooy suñu njëkk toog si kër gi tooger bu neex ñu ngi ni kontaan ku nekk mu ngi ni am yaram na lu nekk ngay lekk lu nekk ngay gis wax dëgg yàlla sant nañ yàlla de sant nañ yàlla bu baax a baax Mati moom ñu ngi koy sant rek na Mati dafa yaru xam na mag xam na bot alhamdulilah daal alhamdulilah. tey jii boo amoon loo koy dolli tey jii lan nga koy dolli tey jii nii. Mati xanaa di koy sant rek lu muy liggéey yàlla def si barke def si xiiwal loolu rek laa koy ñaanal. lay in séeréer séeréer ak ko moƴu ngool mais sant ana paax Mati daal Mati ina ref in ñaananan rek ba te jogo kor rek ba i langa anin kaaga i mbugu waagima mbéj ñaako man fec joko njal paax waa kañ waay waaw ñu jàkkaar ak suñu yaay Amat rek moom mi nga xam ne moo nekk ci waañ bi lépp loo xam ne teraanga la mu baax ñu lekk ko ba suur moo fi jaar moom ak soxna yi toog fi Amat ziar nañ la maa ngi nuyu waaye Amat tey bés bi nii lan nga ci mën a wax tey ana kontaan rek dama kontaan bi mënu maa wax ndax Mati nu mu tuddati sax Mati ba dafa baax yaru ñu ñooy yumpaañam yaayam suñu njëkke la mook suñu jëkkër ñoo bokk ndey ak baay billaay baax bi bugg a dee bugg suñu doom yi suñu seen jaam la ñoo leen war a may Mati nag ñu ngi koy ñaanal yal lu muy def Dakaaru Njaay biir Dakaaru Njaay yal na ko yàlla dimbale lu mu wut yal na ko yàlla dimbale mu may ko mu am ko te mu jig ko ñu toog be langal ko yàlla may ko foofu jëkkër bu am xaalis bu am njëriñ may ko njaboot bu barke bu lislaame kontaan nañ trop si bés bi bu soobee yàlla ñun ñëpp dañ teew foofu seet si guddi pour xool li muy liggéey. waaw ci kaw loolu ñoo ngi leen di invité guddi gi ñëpp ngeen ñëw xool teewlu xale yi la ñuy def. ñun ñëpp bëgg nañ ñëw. boo leen bëggee sax ñu solal leen ngeen dox tamit. bu soobee yàlla yonante bi ñu ngi ñaan buñ jullee bi heure bi commencé rek affaire bi commencé ñu ngi ñaan yàlla ak yonante bi rek ñu fekkee ko. incha allah jërëjëf ñoo ngi leen di jaajëf. ngeen jëf waay. ma ñëw seet si mbokk. ika mandiko me ayo mandiko fo bismillah jang ha mbe bismillah mbal konton na tan bota Dakar na ta jang mbal konton na momo to na konton wala Mati dal mo be tolem abota bale nan je kete bar Mati betiata ay mo buña mbe duwala ay fa dun tani munta alo mar alma sotindila alma atla mum fana nata al nata kayra ko dalin ta jang kayra kon al nin kayro ese momo lefta mun alo mar al ya soto mbe duwala mo be dal be Mati betiata mba tentula antela dia mo mansi adanta no woleto d'accord ika conseil juma en dila conseil ka mon diala alo mari atle mum be albe fondinke ada to ale fondinke ada kuntuku albe kal mun nyine alo maral be asoto al lefta momo na momo ya lo sondo modo alo maral be asoto merci beaucoup ak bisu Saint-Valentin bi nii waa soxna sama tonton ne yow la bëgg nee na man la bëgg ak bisu Saint-Valentin ne ko maa ko gën a bëgg déggal ma lii rek gis nga lool waa soxna bis bi tey jii nii ala dawme na ba pare de waaw tey jii lan ngeen di wax tey jii seen doom ki nga xam ne mooy Mati mu yëkkati ay ndaw ñu jóge ba Ndakaaru ñëw tey jii nar a feete fii nii seen événement bu mag mooy défilé bi nga xam ne moom mën a organiser fii nii loolu ci mën a wax xanaa kontaan rek bés bi moom dañ cee kontaan torop ndax Mati xale bu yaru la
xale bu ñu déggal la lii muy def nii ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ci barke lu mu ciy séntu yal na ko yàlla defal man nag maa yumpaaña xale yi waaw di seen maam di seen lëpp ku jóg daal yaa soxna mais nag du si man si ñoom la ndax suñu meloon neneen duma leen ñeme ba ñuy kalante di dem mu noon wax ne kii suñu jabar nijaay la ñu teg ko fee mais xale yi ñoom ñëpp lay wax ku ci am soola daw nga ba si yaa soxna ni ko yaa soxna man de lii ma wax si li ma ci xam mu ne ma ok ñu def nii dama kontaan daal boo mënu maa wax xale yi daal man maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen di sant du góor nag du jigéen ñëpp a ma jox cër te maa gën a ndaw si kër gi jërëjëf maa kontaan sama jabaru nijaay yaa soxna maa kontaan waaw ñoo ngi jàkkaaru maam Kumba Ndong moom daa civilisé sax macha allah taxa sanse nii de nga ne ma lan ndax mate xale bu baax la xale bu yaru xale bu am teggin ci mag maa ngi koy ñaanal lii muy def yàlla na toog ba réussir ci nuno fogole seereer mi a xeela nuun nu ndamta mati simna nuun na kon nuun fa simangol nuun in fa ya mati o ɓiino koor fo tewi ndef mati o yumpañum refum yo refum nda mi a xeɗanan keke te jublu ona xane a yoon fi nawle deno fop te mbiyan e ɗaam ten réussir teen e ɗaam te jeg teen ka andona ye rek mbine fop a yakaran teen na barke rogo yaal fo tuleer waa bu amee xaalis nag na ma fay ndax sama neeg be sama kër ge moom ak sama caat bi foofu la ñu nekkoon di photo wu xamoon naa ne lii dina ko defi ndax minute bu ne ñu ngay photo wu ma ne leen léegi nag photo bu nekk téeméer ngeen may bugg di fay te noté naa ko waaw. boo dégg ngeen loolu Mati dégg nga li maire bi wax jaar naa bàyyi xel boo amee teraanga bu ko fàtte na nga ko sédd waaw.